Bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. La thématique pour cette année 2024 s'intitule « Confrontation et recomposition stratégique ». Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par Madame Rose Gottemoeller, diplomate, ancienne secrétaire générale adjointe de l'OTAN, maître de conférence à l'Institut Freeman Spogli et au Centre pour la sécurité et la coopération internationale de l'Université de Stanford, US. La conférence s'intitule « La résurgence des intimidations nucléaires et la pression qui en découle sur les stratégies de dissuasion nucléaire ». N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast ou YouTube pour être informé de toutes nos publications. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Merci à vous, merci à tous et bonsoir à tous. I will speak in English. Je vais m'exprimer en anglais. Toutes mes excuses, mon français n'est pas aussi fort qu'il devrait l'être. J'ai plaisanté tout à l'heure que s'il fallait que je fasse une conférence en russe, je pourrais le faire, mais pas en français. Je me félicite de cette occasion qui m'est donnée. C'est un honneur extraordinaire d'avoir cette possibilité. Merci au Dr Gauthier et merci à son personnel, à Armel Seglek en particulier, qui m'a aidé à organiser cette visite. Mais je souhaite dire que c'est un extrême honneur de m'exprimer ici à la Sorbonne, dans ce magnifique amphithéâtre historique, et de voir devant moi tellement d'experts français de ce sujet, ainsi que d'étudiants de ces questions aujourd'hui. Il est donc tout à fait important pour moi d'entendre aussi vos points de vue, vos avis sur ces questions. Je souhaite insister, en commençant de parler de l'opération de dissuasion pendant la guerre en Ukraine, qu'il s'agit là de mon propre point de vue. Le docteur Gauthier a évoqué mes nombreuses années au service du gouvernement américain ainsi que de l'alliance de l'OTAN. Je plaisante en disant que j'ai l'impression que je ne tiens pas en place quand on lit mon CV, mais bien sûr, j'ai travaillé sur le terrain, dans l'administration et autre part pendant de nombreuses années, et à ce stade, je ne suis plus du tout dans l'administration, je suis conférencière à l'université de Stanford et je suis aussi chercheuse à l'institution Hoover, et je parle en mon propre nom, tout à fait en mon propre nom, parce que certains des points que je souhaite évoquer sont tout à fait difficiles à ce stade, à un moment où les choses évoluent très rapidement en Ukraine, et même aujourd'hui, la situation en matière de dissuasion évolue, et peut-être que pendant la conversation, nous pourrons nous demander quelle est la stabilité des conditions que je vais vous exposer aujourd'hui, le fait que maintenant nous en sommes à un moment charnière et que nous verrons peut-être une évolution dans la situation de la dissuasion intra-guerre, mais nous pourrons en parler plus tard pendant la discussion. Maintenant, j'aimerais commencer par vraiment évoquer le comportement de Vladimir Poutine depuis de nombreux mois. Et il a recommencé, Vladimir Poutine, en faisant encore des bruits de sabre nucléaire après une pause de quelques mois. Il était majoritairement silencieux en 2023, après que l'armée ukrainienne a été prise dans ce bourbier. Il n'avait pas besoin d'utiliser cette rhétorique nucléaire quand c'était son camp qui gagnait. Et il semble que cette rafale actuelle de menaces nucléaires semble liée à deux objectifs. Tout d'abord, Poutine a besoin d'inquiéter les républicains au Congrès qui ralentissent le soutien américain en Ukraine. Plus il les rend nerveux, mieux c'est pour lui. Deuxièmement, il y a la réponse de Poutine à ceux qui disent que la Russie était prête d'utiliser les armes nucléaires en octobre 2022, quand c'était l'armée russe qui était acculée près du Dniepr et qu'ils étaient proches de la défaite. Mais selon lui, il n'avait aucune intention d'utiliser des armes nucléaires. Mais bien sûr, ça n'est pas ce que disent les sources du renseignement américain au gouvernement américain. Toutes les discussions nucléaires de Poutine depuis le début de la guerre ont pour but, par calcul, d'orienter les décisions aux États-Unis et dans les capitales de l'OTAN. C'est une forme d'influence que l'on appelle la dissuasion intra-guerre. Quand j'étais vraiment au tout début de ma carrière, quasiment un bébé à la Rande,
la crèche des prêtres nucléaires, la dissuasion nucléaire était une montée, une descente sur l'échelle de l'escalade qui était régie par une diplomatie avec beaucoup de doigté et par des acteurs rationnels. C'était la vision qui est sortie de la crise des missiles cubains dans les années 50 par les stratèges nucléaires. C'est Thomas Schelling qui a écrit sur cela. Peut-être qu'il a aussi assigné trop d'ordre à cette escalade et cette désescalade. Mais Poutine a fait de son mieux pour perturber cette vision et cette idée d'ordre, mais aussi c'est le fait d'autres acteurs, notamment les Ukrainiens, et je vais vous dire mon point de vue sur la situation. La dissuasion intra-guerre, alors qu'elle se dessine dans cette guerre en Ukraine, n'est plus aussi ordonnée et elle a parfois l'air irrationnelle, mais je dirais qu'elle fonctionne. Dans cette conférence, je vais vous décrire comment la dissuasion intra-guerre fonctionne en Ukraine et je vais évoquer certaines idées pour la façon dont l'OTAN peut continuer de la renforcer. Un jour, il nous faudra analyser le fonctionnement de la dissuasion dans cette guerre de son début à sa fin, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui de faire cette analyse. Il faut plutôt que nous nous concentrions sur la façon de soutenir cette dissuasion intra-guerre et que nous essayions de nous assurer contre son échec. Au début, le tableau était plutôt lugubre. La dissuasion globale de la Russie avait échoué clairement pour l'Ukraine. Avant l'invasion russe en février 2022, l'Amérique et ses alliés de l'OTAN avaient pris des mesures pour avertir la Russie de conséquences graves, y compris des sanctions économiques profondes et une excommunication politique. Mais rien de tout cela n'avait aucune importance pour Vladimir Poutine car il avait l'intention d'envahir. En fait, la deuxième invasion d'Ukraine, la première étant en février 2014, lorsqu'il a saisi la Crimée, qu'il a déstabilisé les régions orientales de l'Ukraine, le Donbass. Selon certains, l'OTAN n'a pas réussi à dissuader M. Poutine parce qu'il dispose d'armes nucléaires. Ces bruits de sabre nucléaires du Kremlin alimentent ce point de vue en portant les armes nucléaires dans la conscience publique de façon que l'on n'avait plus vue depuis des années. Et je me félicite du fait que les États-Unis prêtent plus attention publiquement aux armes nucléaires, y compris parmi mes étudiants et les jeunes, parce que depuis de nombreuses années, tout cela avait été mis en veilleuse. Ça n'était pas vraiment quelque chose auquel l'opinion publique ou les jeunes réfléchissaient. Mais ça n'est pas bon que cela vienne juste après cette invasion de l'Ukraine. Et pourtant, alors que la guerre se prolonge, selon moi, il y a eu effectivement une dissuasion de la Russie. Même si les Russes s'emportent contre les armements et matériels envoyés par les pays de l'OTAN, ils n'ont jamais attaqué le territoire de l'OTAN pour essayer d'arrêter les expéditions. Les Russes se targuent parfois sans confirmation d'avoir détruit des armes de l'OTAN en Ukraine qui sont stockées ou sur le théâtre des opérations, mais ils n'ont jamais perturbé leur transit sur le territoire de l'OTAN. Donc, il y a une dissuasion égale de l'OTAN et des pays et de la Russie par rapport à une confrontation directe en s'en tenant au principe énoncé par le président Joe Biden au début de l'invasion, la nécessité d'éviter une guerre générale en Europe qui pourrait escalader vers un anéantissement nucléaire mondial. Et pour l'Amérique et l'OTAN, cela veut dire aider l'Ukraine mais pas se battre pour elle. Et pour la Russie, cela veut dire ne pas frapper le territoire de l'OTAN. Alors que la guerre continue, la dissuasion adopte un caractère plus nuancé et complexe avec un caractère à plusieurs couches qu'il convient de regarder de plus près. Prenons les efforts à poursuivre les expéditions de céréales à partir des ports de la mer Noire, malgré le retrait des Russes de l'accord organisé par l'ONU. Quand la Russie a quitté l'accord en juillet, elle a déclaré un blocus des ports de la mer Noire ukrainien, elle a menacé les navires commerciaux d'attaque, et elle a commencé à bombarder les ports ukrainiens en détruisant les silos et l'infrastructure. L'Ukraine a répondu en lançant un appel aux alliés de l'OTAN pour soutenir ses efforts pour expédier des céréales et en se tournant vers les ports sur le Danube, même si ces ports fluviaux n'ont pas la même capacité que les ports maritimes comme
Odessa, ils ont certains avantages. Tout d'abord, il y a leur proximité avec le Bosphore, ce qui réduit le temps qu'il faut pour que les navires quittent la mer Noire. Et puis, il y a un pays de l'OTAN, la Roumanie, qui est de l'autre côté du fleuve. L'OTAN est en alerte au fait que des missiles russes s'égarent au-dessus de son territoire, comme ça a été le cas hier, alors qu'un missile russe a survolé la Pologne pendant quelques minutes. Et l'OTAN avertit Moscou, garde ses défenses en alerte maximale, et l'OTAN organise aussi la police de l'espace aérien au-dessus de la mer Noire près des pays de l'OTAN, en Roumanie, Bulgarie et Turquie, en utilisant une combinaison d'appareils pilotés et de drones. Ces actions de l'OTAN ont un effet dissuasif qui profite à l'Ukraine. À plusieurs reprises, les Russes ont attaqué le port ukrainien sur le Danube d'Izmaïl, mais pas avec la puissance de feu qui a tellement détruit Odessa. On a vu encore une autre attaque massive sur Odessa aujourd'hui même. De même, pour les navires commerciaux qui quittent les ports fluviaux d'Ukraine, la présence d'appareils de l'OTAN au-dessus des voies maritimes apporte une certaine sécurité par rapport aux attaques russes. J'appelle cela la dissuasion par la proximité. Plus une installation ukrainienne est proche du territoire de l'OTAN, plus elle pourra éviter des frappes de missiles russes massives. Plus les voies de transport maritime sont proches du littoral de l'OTAN, plus il est probable que les navires qui les exploitent vont éviter les attaques russes. Alors, combien de temps est-ce que cette notion plus nuancée de la dissuasion pourra-t-elle survivre? Parce qu'après tout, elle a certaines limites. L'OTAN ne fournit pas d'escorte navale aux navires et la Russie et l'Ukraine se sont engagés dans une dynamique de frappe contre frappe qui évolue au jour le jour. Odessa a été frappée le 15 mars, j'ai parlé de l'attaque d'aujourd'hui, mais la Russie a frappé fort sur Odessa le 15 mars en tuant 21 personnes. L'Ukraine a riposté en ciblant les ports et les navires russes. Elle a attaqué et détruit le patrouilleur avancé Sergei Kotov près de la Crimée le 5 mars. Et aujourd'hui, 2 autres vaisseaux de débarquement ont été attaqués qui étaient déployés dans des ports de Crimée. L'Ukraine a aussi ciblé les navires commerciaux russes en août 2023 en attaquant un pétrolier près du pont du détroit de Kerch, pont qui a aussi été endommagé par l'Ukraine en juillet 2023. Ces attaques ont envoyé un message clair à Vladimir Poutine. Maintenant, nous sommes en capacité, nous avons la volonté, nous les Ukrainiens, de riposter sur la mer Noire. Les Ukrainiens sont des utilisateurs de missiles confirmés et ils utilisent de plus en plus leur capacité en missiles qui évolue rapidement. Pendant ce temps, les Ukrainiens ont continué à développer leur jeu en matière de dissuasion intra-guerre avec doigté, avec un succès remarquable. Leurs attaques sans répit sur les forces navales russes ont repoussé la flotte russe vers les régions orientales de la mer Noire, hors de portée des missiles ukrainiens. L'Ukraine a dénié à la marine russe son quartier général de Sébastopol. Aujourd'hui, au mieux, la Crimée est un territoire disputé qui a une utilité limitée en tant que base navale ou en tant que plaque tournante pour la logistique pour l'armée russe dans la partie orientale de l'Ukraine. Et dans une grande mesure, les Ukrainiens ont dissuadé les Russes de fonctionner à partir de la Crimée. Là, je dis dans une grande mesure parce que les Russes lancent encore des missiles à partir de la Crimée et les grandes attaques sur Kiev qui ont eu lieu aujourd'hui ont compris des missiles qui ont été lancés depuis la Crimée. Néanmoins, dans une grande mesure, ça reste une grande mesure et selon moi, l'Ukraine a dénié à la Russie la capacité d'utiliser la Crimée comme base en toute impunité. L'Ukraine a utilisé cette réussite pour solidifier le couloir maritime dans les régions de l'ouest de la mer Noire. Le 11 mars, 1000 bateaux avaient utilisé le couloir pour transporter 30 millions de céréales et d'autres produits. Il est intéressant de noter qu'ici, la dissuasion intra-guerre a été renforcée par les intérêts liés au transport maritime et à l'assurance. Parce que les entreprises qui continuent de faire du commerce maritime sur la mer Noire
se sont assurés que la Russie et l'Ukraine reconnaissent les inconvénients qu'il y a à frapper les activités commerciales l'un de l'autre. Parce que s'il y a des frappes, les conséquences en seront une hausse des primes d'assurance et aussi des primes de guerre pour les transporteurs. Et donc, il y a un intérêt égal et réciproque, et donc chacun est dissuadé d'attaquer les navires commerciaux de l'autre. Et là, en tant que parenthèse, bien sûr, là, les Houthis ne voient pas du tout cette leçon dans la mer Rouge, au large du Yémen, parce qu'ils ne partagent pas les intérêts commerciaux des bateaux qui essayent d'utiliser le canal de Suez. Et peut-être qu'un jour, il faudrait voir quelles sont les mesures dissuasives qui pourraient influer sur les acteurs non étatiques, mais en tout cas, le poids de l'assurance n'est pas l'une de ces mesures. Pour en revenir à notre sujet, les intérêts commerciaux n'ont jamais été des problématiques qui touchaient au concept de dissuasion intra-guerre pendant la guerre froide. Ici, c'était une question d'acteurs étatiques et ce qu'ils pouvaient faire pour stopper et renverser l'escalade. Les forces militaires jouaient certainement un rôle, y compris les signaux. Les signaux nucléaires étaient une folie de la période. La diplomatie était importante pour faire passer des messages et pour s'assurer qu'ils étaient bien reçus. Mais les entreprises privées et commerciales, elles n'existaient en tant que médias qui permettaient de faire passer les messages à l'autre camp. Par exemple, l'interview d'un haut dirigeant dans un journal national bien placé pouvait avoir énormément de valeur en tant qu'appareil de communication, surtout pendant l'ère soviétique où il y avait très peu de lignes de communication ouvertes entre Moscou et Washington. Et nous avons vu le rôle des correspondants pendant la crise des missiles cubains qui faisaient passer des messages dans un sens et dans l'autre vers les dirigeants soviétiques et vers les dirigeants américains. De nos jours, le rôle des entreprises médiatiques a passé la surmultiplier avec l'avènement des réseaux sociaux qui peuvent accélérer la communication des messages entre acteurs d'influence, tels que les blogueurs militaires russes qui ont critiqué la performance de l'armée russe et qui se sont assurés que l'histoire de leurs échecs sont largement connus. Leur rôle en tant qu'influenceurs durs ont aussi acculé Vladimir Poutine d'une certaine façon, ce qui lui donne moins de souplesse, moins de marge de manœuvre qu'il n'aurait pu l'avoir autrement. Mais leur message contribue aussi à la dissuasion intra-guerre en expliquant à Kiev quelles sont aussi les limites des marges de manœuvre ukrainiennes. Alors nous pouvons voir que cet effet de dissuasion existe, il faut toutefois voir avec soin quels sont les risques de l'échec de la dissuasion ainsi que quelles sont les situations où cette dissuasion ne fonctionne pas du tout. Actuellement, comme je l'ai dit dès le début, il y a un duel de missiles qui a lieu entre la Russie et l'Ukraine. Et ni la Russie ni l'Ukraine ne sont dissuadés de lancer des missiles à moyenne et longue portée sur l'autre camp. Les Russes se sont fait une spécialité d'attaquer les zones résidentielles, y compris les installations médicales et les écoles. Ils utilisent ce que l'on appelle le double tap, en frappant tout d'abord une cible civile, et ils suivent avec une autre frappe alors que les services d'urgence affluent, ce qui est particulièrement méprisable, et ils ont perfectionné cela pendant la guerre civile en Syrie. Ce type d'attaque a eu lieu d'abord à Odessa aussi, le 15 mars, et il y a eu 3 personnes responsables des services d'urgence qui ont été tuées parmi les 21 personnes, et la Russie et l'Ukraine attaquent les infrastructures industrielles l'un de l'autre. La Russie cible le réseau électrique et énergétique, les installations portuaires et les silos de céréales. La Russie s'est fait aussi une priorité d'attaquer Kiev, la capitale russe, avec aussi une attaque de missiles aujourd'hui, même si l'Ukraine a envoyé des drones sur Moscou, y compris bien sûr celui qui a explosé le 3 mai au-dessus du Kremlin. L'Ukraine ne s'est pas fait une priorité d'attaquer la capitale russe. Plutôt, juste avant l'élection présidentielle le week-end dernier, l'Ukraine a utilisé des drones pour attaquer des raffineries de pétrole, jusqu'à 12, et d'autres installations énergétiques. Selon Bloomberg, les 2 plus grandes frappes représentent près de 12% de la capacité de traitement de pétrole de la Russie. Ici, il convient de mettre en lumière 1 ou 2 points concernant ces frappes ukrainiennes.
Tout d'abord, il n'y a que des drones produits dans le pays qui sont utilisés, des drones et des missiles, pas des missiles fournis par l'OTAN. Deuxièmement, il semble que l'Ukraine cible spécifiquement des infrastructures industrielles, des installations pétrolières et gazières, plutôt que des cibles civiles, ce qui, selon moi, les différencie des Russes. Troisièmement, les attaques sont lancées par le SBU, les services de sécurité ukrainiens, et pas par l'armée régulière. Autrement dit, les Ukrainiens traitent ces frappes comme des opérations irrégulières. Cela a permis à Kiev d'adopter une posture de « je ne peux ni confirmer ni nier » ces attaques sur le territoire russe lorsqu'elles ont commencé au début de la guerre. Mais comme l'a dit le président Zelensky dans son discours à la nation le 16 mars, ces dernières semaines ont prouvé à bon nombre de personnes que la machine de guerre russe a des vulnérabilités que nous pouvons atteindre avec nos armes. Ce que peuvent faire nos propres drones, c'est une véritable capacité à longue portée ukrainienne. L'Ukraine aura maintenant toujours une force de frappe dans le ciel. Et donc, la Russie et l'Ukraine ne se cachent plus de ces attaques de plus en plus, ce qui peut être un facteur dans l'évolution de la relation de ces dissuasions intra-guerre. Et il faut en débattre pour voir ce que l'on pense du fait que les Ukrainiens sont passés de cette situation, pas de commentaires sur les attaques, à de plus en plus sur le fait qu'ils s'ouvrent à ces attaques. Et comme l'a dit le président Zelensky, le 16 mars, maintenant, nous aurons de façon permanente cette capacité d'attaque de longue portée sur des cibles russes qui nous est disponible. C'est un moment important et, à mon avis, il faut en prendre toute la portée, toute la mesure avec beaucoup de soin. Et puis, la Russie et l'Ukraine continuent de se menacer l'une l'autre d'attaques de missiles à moyenne et longue portée. Les Russes attaquent des cibles civiles, les Ukrainiens se concentre sur l'industrie qui aide l'effort de guerre, mais aucun n'est dissuadé de poursuivre ce duel de missiles. À mesure que cette dynamique d'échange de missiles continue d'évoluer, elle pourrait dégénérer. Il faut donc voir ce que doit être le rôle de l'OTAN, justement pour ce qui concerne la dissuasion de la Russie actuellement. Moi, ce que je pense à titre de personnel, c'est que les règles d'engagement de l'OTAN doivent être réitérées clairement et fermement. Nous apportons une assistance militaire à l'Ukraine, mais pas de troupes sur le terrain. En même temps, il y a des rappels constants qui doivent être faits de l'engagement de l'OTAN à défendre chaque kilomètre, chaque centimètre de territoire allié et avertir la Russie de ne pas franchir les frontières de l'OTAN. De plus, l'Alliance doit renforcer la déterrence de dissuasion de proximité avec l'action de police sur l'espace aérien à proximité de la mer Noire, notamment par la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie. Et puis ça, c'est un point qui est également, disons, polémique, et mon gouvernement n'est peut-être pas d'accord, mais l'OTAN devrait renforcer le message qu'elle tolère les attaques ukrainiennes sur les cibles russes tant que l'Ukraine ne se sert pas d'armes ou de missiles de l'OTAN. Ceci peut renforcer la dissuasion à l'encontre de la Russie. Enfin, c'est un point qui mérite d'être discuté. Mon propre gouvernement ne serait peut-être pas d'accord avec cette notion, cette idée de renforcer ce message de dissuasion. L'OTAN doit être prêt à renforcer la dissuasion. Enfin, il y a actuellement une certaine stabilité à la dissuasion, mais elle pourrait se déliter même en ce moment même. C'est pas simplement l'Ukraine, mais l'OTAN qui doit être conscient de cette réalité, de l'instabilité de la dissuasion. Cette dynamique de frappe et de contre-frappe fait qu'il n'est pas possible de prévoir l'avenir. Actuellement, l'Ukraine bénéficie de la dissuasion de proximité dans la mer Noire et ses limites
proche des zones de l'OTAN et peut ainsi mener des activités maritimes à partir de la mer Noire. Mais si la Russie voulait exercer une pression là-dessus, sur cette région, il y aurait évidemment l'impression d'attaques proches de son territoire, ce qui serait le moment auquel la dissuasion échoue et aboutit à un affrontement direct entre la Russie et l'OTAN, auquel cas Washington et ses alliés devront faire tout ce qu'ils peuvent pour ramener, refroidir la température, et parce que l'escalade, et notamment l'escalade nucléaire, doit être évitée à tout prix. Il est clair que l'escalade, la désescalade dans cette guerre ne ressemble pas à une échelle ordonnée où l'on monte et l'on descend. La dissuasion intra-guerre se produit dans une dynamique à des facettes multiples, avec une dynamique faisant intervenir des forces du combat, les dirigeants à Kiev et à Moscou, et évidemment les alliés qui dialoguent avec aussi bien l'Ukraine que la Russie. Donc il y a différents niveaux d'acteurs. La stabilité entre la Russie et les États-Unis est essentielle pour éviter la catastrophe d'une escalade qui amènerait à une guerre totale et donc à une escalade nucléaire. Et ça veut dire que de toutes les façons possibles, il faut tenir les règles d'engagement définies par Biden dès le départ, à savoir que les États-Unis et ses alliés feront tout pour assister, pour aider l'Ukraine, mais les forces militaires de l'OTAN ne seront pas présentes sur le territoire ukrainien. La Russie s'abstiendra de frapper ou même de toucher des territoires de l'OTAN. Deuxièmement, Kiev et Moscou poursuivent des frappes de missiles dans le territoire de l'autre. Alors on peut s'en défendre, on l'a vu de part et d'autre, comment les deux parties affirment avec quelques succès qu'ils ont pu se protéger des missiles de l'autre partie. De la partie adverse, et l'Ukraine revendique ces attaques qui visent, comme je l'ai dit, l'industrie de guerre russe. La Russie n'a aucun scrupule à attaquer des cibles civiles, et d'où les accusations de crimes de guerre. Mais la première étape pour un cessez-le-feu serait que l'une et l'autre partie soient décidées à mettre une pause à ces attaques de missiles de longue portée. Et à mon sens, ce serait peut-être le premier pas dans la direction d'un cessez-le-feu. Mais enfin, nous en sommes encore très, très loin. Les pays de l'OTAN en Europe, qui sont pour la plupart membres de l'Union européenne, appuient l'Ukraine pas simplement avec une assistance militaire, mais en veillant également à ce que l'économie ukrainienne continue de fonctionner. Je crains de voir les Russes, au contraire, essayer de perturber cette économie à travers des campagnes de désinformation, de mésinformation qui renforcent le soutien de la classe politique, qui sont contre l'assistance. Et c'est quelque chose que je ressens dans mon propre pays. La cohésion de l'OTAN et de l'Union européenne doit être claire et univoque pour éviter une telle perturbation. Quelquefois, les pays de l'OTAN peuvent également accompagner les activités de l'Ukraine de manière plus directe. Je pense notamment à la défense des lignes de communication de la mer Toire à proximité des territoires de l'OTAN. Ce soutien a permis aux Ukrainiens de maîtriser l'espace de la mer Noire occidentale et d'ouvrir les couloirs humanitaires et les exportations de céréales. Pour ce qui est de la mer Noire orientale, l'Ukraine a utilisé sa technologie des missiles, sa propre technologie de missiles et de drones pour empêcher la Russie d'exploiter sa propre marine. La marine russe s'est retirée des ports de la Crimée et maintenant est basée à Novorossiysk, et les Russes sont en train de construire un port naval près de l'Abkhazie, qui est évidemment un territoire géorgien. C'est une autre affaire, mais c'est encore plus à l'est. Alors les forces de dissuasion font intervenir des jeux de l'esprit assez mystérieux. Ces techniques ne sont pas infaillibles, mais jusqu'à présent, elles ont pu éviter une escalade et notamment un échange nucléaire. Il faut essayer de maintenir cette dissuasion. J'ai parlé de force cinétique et l'usage traditionnel des armes de guerre, mais il faut quand même souligner, en guise de conclusion, qu'il y a tout un ensemble de cyberattaques et d'autres activités hybrides dont je n'ai à peine parlé, notamment la guerre de l'information
à mesure que nous approfondissons cette analyse sur le fonctionnement de la dissuasion dans cette guerre, il nous faudra traiter cette zone grise. Et mon expérience à l'OTAN montre que ces zones grises constituent déjà un théâtre de conflit, parce que toute la journée, il y a des attaques sur les systèmes de l'OTAN, les systèmes informatiques, une guerre de l'information qui fait rage au quotidien. Et donc, quand on s'intéresse aux forces qui sont présentes sur cette guerre, il faut voir cette zone grise et notamment cette guerre hybride. J'appelle vos commentaires sur votre appréciation de ces problèmes, notamment dans le domaine hybride et pas simplement la guerre cinétique et conventionnelle. Je m'en tiendrai là et j'attends maintenant vos observations, vos questions, si vous en avez. Je vous remercie de votre attention.